Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Post-Talk proposé par La Poste avec Figaro Partner. Une nouvelle émission dans le cadre que l'on connaît, bien sûr, ces 2 mois de confinement durant lesquels les Français ont été encore plus nombreux à faire des achats en ligne. Alors pour l'alimentation, bien sûr, mais aussi pour l'équipement de la personne, l'équipement de la maison. Et les spécialistes sont persuadés que cette tendance, elle va se poursuivre. Le e-commerce en France, vous le savez, il se porte bien, très bien. On a dépassé les 100 milliards de ventes par an en France. Les acteurs du secteur, ils doivent s'adapter aux nouvelles exigences des clients en matière de rapidité, en matière de mobilité, de simplicité. Mais devra-t-on ajouter aussi la question de la responsabilité environnementale, sociale, au risque sinon peut-être de voir des flottes de camions polluants transportés au plus vite, à bas coût, des colis emballés dans du plastique et générant toutes sortes de déchets. Alors, ça c'est le premier point. Et puis l'autre point, c'est être livré quand on veut, là où on veut. Ah oui, à condition que la livraison, elle soit réussie. Le client n'est pas là, le livreur n'a pas la patience d'attendre. Voilà, il faut éviter l'échec. Alors, comment répondre quelque part à toutes ces nécessités? Qui doit s'en emparer? Et vous verrez que c'est l'affaire de tous. Oui, l'affaire de tous. Et les enjeux sont importants. Alors, livraison réussie et responsable, le défi de la croissance du e-commerce. C'est donc le thème de ce deuxième numéro de Post-Talk avec Xavier Mallet, le directeur général de Colissimo. Bonjour. Bonjour Fabrice. Pas trop fatigué après cette période? Non, ça va, on tient le choc. On tient le choc, c'est super. Yann de Feraudy, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur général adjoint du groupe Rocher. Alors le groupe Rocher, c'est Yves Rocher, c'est Petit Bateau. Vous êtes en charge des opérations de la supply chain, de l'IT. Alain Josse, bonjour. Bonjour. Le directeur général délégué de Raja, le leader européen de l'emballage. Vous êtes en charge de la logistique, de la supply chain. Oui, Raja qui s'est tout emballé ou presque depuis 60 ans, livres, affiches, canapés, voilà, pièces d'industrie également. Charlotte Ming, bonjour. Bonjour. Charlotte Ming, directrice du développement durable du transporteur FM Logistique. Alors, c'est une belle entreprise familiale indépendante, comme on les aime dans les territoires français, qui assure tout aussi bien transport, organisation, préparation des commandes, entreposage, conditionnement. Voilà donc le casting de cette deuxième émission. Ça va être passionnant. Xavier Mallet, on va faire un petit tour de table. Le bilan de cette période, justement, on a beaucoup commandé, vous avez beaucoup livré? Oui, alors, il est vrai que si on regarde un peu ce qui s'est passé pendant cette crise, il y a eu 2 phases. Il y a une première phase à partir du 17 mars, où ça a été un peu la stupéfaction, évidemment, et la désorganisation de l'ensemble des chaînes. Et nous, on a plutôt vu, sur le premier mois, une baisse de l'ensemble des colis sur l'ensemble du e-commerce, d'environ 20-30%. Et puis, progressivement, tout le secteur, avec beaucoup de responsabilités d'ailleurs, pour protéger leurs collaborateurs, pour protéger aussi leurs clients. L'ensemble du secteur s'est organisé, les gestes barrières ont été mis en place, les stocks, évidemment, de tous les matériels de protection ont été là. Et là, on a vu à partir, on va dire, de mi-avril, à partir du week-end de Pâques, vraiment monter très fortement le nombre de colis. Et par exemple, pour La Poste, pour Colissimo, cette baisse, non seulement elle était compensée quand on prend les 11 dernières semaines depuis le démarrage de cette crise, mais on est même 20% au-dessus. C'est-à-dire on a livré en 11 semaines 80 millions de Colissimo au lieu de 69 millions. Donc vous voyez l'écart, il y a eu plus qu'un rattrapage. Et alors il est encore un peu tôt pour faire un bilan par rapport à votre question, parce qu'on est encore très dedans, je dirais, mais on voit en tout cas un certain nombre de choses. Première chose, je pense que cette crise, elle accélère des tendances et très clairement, elle accélère la croissance du e-commerce. On le voit et je ne pense pas qu'on reviendra à l'état d'avant la crise. Ça, c'est quasi une certitude et on s'organise pour arriver à fournir le capacitaire qu'il faut au marché. Deuxième sujet, ça fait longtemps que la livraison à domicile est plébiscitée par nos concitoyens. C'est 80% à peu près des livraisons en France. Et là, évidemment, ça a encore franchi un cap, puisque les gens étaient chez eux, n'avaient pas forcément envie ou ne pouvaient pas sortir de chez eux. Et donc là, on a vu très fortement monter la livraison à domicile, avec une réussite qui a explosé. Habituellement, on est à 91% de réussite. Oui. Là, on est passé à 98%. 98%. C'est énorme. Ah oui. Alors, parce que les gens étaient chez eux, bien sûr, mais pas que. Parce qu'aussi, tous les acteurs, et notamment les e-commerçants, ont adapté la taille de leur emballage pour qu'ils rentrent dans les boîtes aux lettres. Exactement. Bien, je comprends. Et puis, troisième et dernier point que je retiendrai à ce stade, c'est une innovation justement qu'on avait autour de la boîte aux lettres normalisée, la capacité d'expédier, d'envoyer en tant que particulier un Colissimo depuis sa boîte aux lettres. Ça franchement, c'est très pratique. Eh bien, ça a fait x3, x4 depuis le début de la crise. Donc là aussi, une tendance qui est soudainement non pas à monter quelques marches, mais franchi 2-3 étages. Bon, allez, qui dit mieux, avalanche de chiffres. Yann de Feraudy, le groupe Rocher, comment ça s'est passé chez vous? Il y a eu un
fait un effet sidération, un peu comme tout le monde. On a vu s'éteindre les lumières d'est en ouest, où en fait l'ensemble de nos chaînes se sont fermées les unes derrière les autres à mesure que la pandémie avançait, pour atteindre donc bien sûr ce qu'on a tous vu au 17 mars, la fermeture de tous les magasins dits non essentiels. Et malheureusement, c'était notre cas. Et donc pour la France, en tout cas, nos plus de 600 magasins ont tous été fermés. Et c'était le cas pour le mois d'avril des 6000 points enseignes dans le monde des différentes marques du groupe qui étaient fermés à 95-98%. Vous avez rattrapé un e-commerce Alors, quel volume de vente bien sûr, sur le e-commerce Là, il y a eu un accroissement. Je rebondis sur ce que disait Xavier à l'instant. En fait, on a effectivement eu une espèce de creux massif, à la fois bien sûr sur les magasins, mais aussi sur l'e-commerce dans la première semaine. Et on était extrêmement inquiets. Et puis, petit à petit, on a vu la vague arriver avec jusqu'à 3 fois les volumes pour la marque Rocher en France, 2 fois les volumes sur l'ensemble de l'Europe pour la marque Yves Rocher. Et puis, si on regarde Petit Bateau, c'est entre 3 et 6 fois les volumes qu'on a pu voir passer. Ça grandit vite, nous faire remarquer. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas sans poser des problèmes, bien sûr. Là, moi, ce que je retiens de ce côté-là, c'est aussi une extraordinaire mobilisation de l'ensemble de nos personnels qui ont répondu présent. Lorsqu'on a eu de plus en plus de volume, on était bien à la peine puisque on manquait de bras étant donné les personnels fragiles, étant donné ceux qui ont pu être malades, etc. Et puis nos gestes barrières. Donc on a pu faire appel à des personnels de la partie industrielle qui, d'ordinaire, ne se précipitaient pas dans un entrepôt logistique et qui ont répondu présent au volontariat en excès par rapport à notre demande et qui nous ont permis en fait de passer ça. Alors les managers sont venus parce que, bien entendu, dans ce genre d'exercice de volontariat, il y a un petit peu de latence et les personnels de bureau sont descendus, les managers sont descendus. Ça doit resserrer les liens, tout ça, quelque part. Absolument. Ouais. Puis il y a un petit peu de franche rigolade, c'est-à-dire que le patron de l'entrepôt n'est pas aussi productif que, bien sûr, le professionnel de l'étape et ça l'aide, et ça aide à l'ensemble du management aussi à prendre conscience de la difficulté de ces métiers. Bon, Charlotte Migne, FM Logistique, l'impact sur le transport, l'impact sur la logistique de cette période, évidemment, peu banal. Alors nous, les volumes se sont assez bien maintenus, notamment du fait de la part de la grande conso dans notre portefeuille d'activité. Donc c'est vrai que pour ça, on a eu des volumes qui se sont maintenus. On a vu effectivement, nous aussi, le e-commerce augmenter au fur et à mesure. Et nous, on a des clients qui ont fait x10 sur certains produits, donc ça a été une grande part. Et puis ça s'est maintenu aussi, effectivement, je rejoins mes collègues, du fait des mesures précoces qu'on a pu mettre en place, qui ont fait que partout dans le monde, 95% de nos collaborateurs sont restés sur le pont. Et d'ailleurs, très souvent, ça a été souligné par nos clients qui ont apprécié la mobilisation de ces équipes. Encore un tour de table. Alain Josse, Raja, est-ce qu'on a découvert ou redécouvert que l'emballage, c'était une activité essentielle? Oui, c'est bien que le groupe Rocher nous livre des bains moussants, des shampoings acheminés par Colissimo. Il faut mettre ça dans des cartons nécessairement. Tout à fait. Bon, pour le groupe Raja, ce n'est pas une découverte, c'est notre vocation, mais la distribution d'emballage aux entreprises a été identifiée comme un maillon essentiel du fonctionnement de l'économie, de la poursuite de l'activité, essentiel parce que l'emballage est indispensable pour protéger, pour transporter les marchandises. Et vous aviez du stock? Vous avez pu fournir comme ça? Oui, tout à fait. On a constitué et reconstitué nos stocks. On a un maillage de fabricants avec lesquels nous travaillons sur l'Europe, essentiellement. Nous importons extrêmement peu. L'essentiel de notre activité, plus de 85% de nos produits sont fabriqués en Europe. 90% de nos caisses cartons sont fabriquées en France. Donc tout ça, ce sont des avantages. On travaille avec des fabricants de proximité et pour des raisons aussi à la fois économiques et écologiques. Mais dans le cas présent, ça a permis à tout le monde de répondre présent et de resserrer là aussi les liens, pas seulement en interne, mais également dans le réseau avec nos fournisseurs. Alors, la nécessité d'une livraison responsable, on s'interroge évidemment sur cette question au-delà de cette crise. Mais en même temps, voilà, l'enjeu de la livraison responsable, il est d'autant plus important qu'il y a une explosion du e-commerce, ici ou ailleurs. Est-ce que c'est le bon moment, Xavier Mallet, je me tourne vers vous, le patron de Colissimo, de se poser cette question, voilà, de prendre peut-être des bonnes habitudes ou de redécouvrir des bonnes habitudes?
Oui, d'abord, ça a toujours été le bon moment de se le poser, mais je dirais avec cette crise, le sujet de soi, de son impact sur le monde qui nous entoure, je pense que c'est devenu quelque chose avec encore plus d'acuité. Et donc, évidemment, on était beaucoup sur l'environnement, on parlait beaucoup de l'environnement, et ça reste un sujet majeur. Mais toute la dimension sociétale, sociale, on l'a vu pendant cette crise, et ça a été dit pendant le tour de table, il est redevenu un sujet absolument majeur. D'ailleurs, nous, on a constaté par l'engagement, effectivement, des postières et des postiers dans cette crise, mais on a vu aussi, par exemple, que les accidents du travail avaient diminué pendant cette période. Et je pense que ça a été constaté par beaucoup d'entreprises, parce qu'on fait un peu plus attention à soi aussi, alors que c'était un cheval de bataille qu'on avait tous depuis des années, et sur lequel on ne lâche jamais rien. Donc on voit bien ce sujet de la RSE est absolument central, et voilà, là il a pris encore une dimension, une nouvelle. Pour revenir sur la dimension environnementale, qui est absolument clé, c'est une valeur que nous avons au sein de La Poste depuis longtemps, puisque depuis 2012, on a rendu l'ensemble de nos livraisons neutres en CO2. 2012. Depuis 2012. Très bien. Et on a des plans d'action pour continuer ça, puisqu'on a fait valider une trajectoire carbone par 4 ONG pour qu'elle soit compatible avec les accords de Paris, qui ont été signés il y a quelques années. Donc ils sont compatibles, notre trajectoire est compatible avec ça. Et on a donc beaucoup d'actions qui sont faites pour continuer à baisser et à limiter notre impact carbone. On est neutre, très bien, mais il faut aller au-delà de la neutralité, il faut aller vers le zéro émission. Vers le zéro émission, on verra justement comment dans un instant avec vous quatre. Yann de Feraudy, le groupe Rocher, il y a une urgence de se saisir de ce sujet en ce moment ? Moi, je pense que c'est extrêmement important, puisque, je vous le disais, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il y a une nouvelle habitude de consommation qui est en train de se mettre en place. Il y a, à l'heure actuelle, les statistiques disent qu'il y a 55% de la population mondiale qui vit en ville. En 2030, ça devrait être 68% selon certaines estimations. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de livraisons en ville, de plus en plus de camionnettes mal garées, de difficultés de circulation. Et une des difficultés qu'on peut voir, c'est que peut-être que les mairies vont être tentées de prendre des arrêtés, peut-être parfois conflictuels, pour protéger leur centre-ville, protéger leurs administrés. Et donc, si on ne veut pas que ça devienne impossible, il faut se prendre en main. Alors, parmi mes activités que je baptise d'extrascolaires, je suis aussi président du plus gros network donc, de supply chain managers de France, qui s'appelle l'ASLOG, dans lequel il y a FM Logistique. Et on travaille sur un projet qui s'appelle Engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente, ça s'appelle Évolu, dans lequel il y a le Club Déméter, il y a l'Institut du Commerce, on a aussi embarqué l'École des Mines. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de manipuler énormément de données pour être capable de faire des propositions de modèles, de modéliser comment est-ce qu'on peut faire une logistique efficiente en ville. Et je sais que FM est très en pointe, en fait, là-dedans, parce que vous avez travaillé, il me semble, à Strasbourg aussi, avec le Club Déméter, sur des recommandations pour la mairie de Strasbourg, sur comment livrer de façon efficace avec des véhicules propres, avec des véhicules de bonne dimension, comment est-ce qu'on peut mutualiser les flux. C'est extrêmement important, je pense que c'est vraiment le moment. Voilà, la mutualisation des flux. Charlotte Migne, FM Logistique, à qui vous a rendu hommage il y a quelques instants, Yann de Feraudy. On a parlé d'urgence, bien sûr, souligné par Xavier Mallet, par Yann de Feraudy, mais la question, en effet, c'est qui doit s'en emparer. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'affaire de tous, du e-commerçant au consommateur, en passant par le logisticien, le transporteur, voilà aussi celui qui fabrique ou qui distribue des cartons. Charlotte. C'est sûr que c'est l'affaire de tous. C'est pour rebondir sur votre point d'avant, ça, c'est pas l'urgence de maintenant, c'était l'urgence d'hier. Donc si on veut atteindre la trajectoire 1,5 degré d'ici 2050, il faut faire moins 90% d'émissions dans le transport. Donc c'est un vrai sujet. Ça s'est aggravé avec cette crise, justement. Après, la bonne nouvelle, effectivement, ou en tout cas l'opportunité possible, c'est qu'on est dans un temps où les changements de comportement se font. Donc probablement qu'il est temps de tirer des leçons aussi. Et notamment dans les réflexions de e-commerce, un x10 de e-commerce pour nous, c'est la révolution. C'est-à-dire que travailler dans des conditions comme ça, c'est compliqué. Et on a réussi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une logistique e-commerce plus simple, parce que les gammes étaient moins étendues, parce qu'on a trouvé des solutions en accord avec les industriels et les distributeurs
distributeurs. Et donc, évidemment, ça nous a permis de gérer la complexité de la logistique urbaine. Donc, c'est probablement pas durable, puisqu'on a besoin d'avoir une gamme plus étendue. Mais il y a quelque chose là que je pense qu'on devrait continuer à chercher ensemble. Parce que ça c'est intéressant. Ensemble. Tous ensemble. Parce que de ces optimisations en coulisses, on tire la vraie efficacité. Vous, par exemple, FM Logistique, vous avez décidé d'agréger sous le même toit des spécialistes du vrac, de l'emballage, de la préparation du commerce. Quelque part, finalement, l'union fait la force et on se met tous ensemble pour réduire quelque part les boucles de livraison. Le gros sujet, c'est de se dire que sur la livraison urbaine, le sujet, c'est pas que le transport. On parle beaucoup du transport, mais il y a toute une organisation logistique, la préparation de commandes, l'immobilier logistique. L'immobilier logistique, c'est absolument clé parce qu'en fait, paradoxalement, plus on rapproche les entrepôts des villes, alors évidemment, il faut imaginer des entrepôts urbains qui s'intègrent dans l'urbain, et là, les villes ont toute leur place puisque c'est dans la logique d'intégrer la logistique dans les plans d'urbanisation. Plus on rapproche, plus on arrive à faire des boucles courtes. Et effectivement, plus on met sur le même toit des acteurs différents, comme des gens de l'emballage, du conditionnement, on arrive en fait à limiter le transport et donc à être plus efficace et plus responsable. Et on voit, c'est donc toute une chaîne qui se mobilise. Donc, et ça démarre peut-être par le conditionnement, avec des dizaines de tonnes qui sont consommées chaque jour. Tiens, racontez-nous ce sur quoi vous travaillez en ce moment, Alain Josse, le directeur général délégué de Raja. Sur quoi vous innovez justement, peut-être pour limiter le vide dans les camions, etc. Deux enjeux majeurs en fait dans ce domaine. Le premier, effectivement, c'est la réduction du vide. Ouais. C'est un enjeu absolument colossal. C'est d'abord un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu écologique, puisque évidemment, on va à la fois diminuer l'emballage lui-même, diminuer le coût de transport, réduire l'impact environnemental. Donc pour ce faire, la solution, c'est d'avoir une offre très large d'emballage. C'est quoi par exemple ? C'est 1200 formats de caisses différentes en stock permanent. Et donc, on est capable de fournir à nos clients, notamment e-commerçants, des solutions adaptées qui leur permettent finalement de protéger davantage le produit, d'utiliser moins de calage à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même moins de calage, ça veut dire quoi ? Ce sont des emballages de hauteur réglable, c'est un peu ça ? Ce sont des emballages à hauteur réglable, ce sont des emballages à fond automatique. On a également des emballages aller-retour. Donc, en fait, un seul emballage qui sert également au cas où le client souhaite retourner son produit. Donc, tous ces produits-là, aujourd'hui, se développent extrêmement rapidement, sont très demandés par les e-commerçants et on est évidemment en plein dans cet axe de l'optimisation de l'emballage. Mais également, le deuxième axe, c'est l'innovation pour aller chercher, faire développer par les fabricants des emballages de plus en plus respectueux de l'environnement. Recyclables notamment ? Recyclables, recyclés, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, à peu près 60% de notre activité est constituée de produits qui sont en papier-carton, donc naturellement recyclés. Il faut quand même rappeler que le carton, c'est 75% de papier recyclé à la base. Donc c'est quand même déjà un produit assez vertueux, qui se recycle très bien lui-même, mais également dans le plastique, il y a énormément d'innovations. Aujourd'hui, on vend du film plastique, on vend des sachets plastiques recyclés et non plus en plastique neuf. Donc tout ça se développe très vite. Et pour d'autres produits, on a des produits biosourcés ou des produits comme l'adhésif qui sont en papier aujourd'hui, qui sont plus à base plastique. Donc tout ça s'améliore et ça va très vite. Donc ce sont des innovations qu'on regarde de très près, que l'on couvre, que l'on développe pour pouvoir ensuite les faire grandir. Alors, au tracteur, on le disait, il y a toute une chaîne. Le e-commerçant, c'est quoi le rôle du e-commerçant ? Prenez la parole, s'il vous plaît, Yann de Feraudy, dans cette consommation responsable, au nom du groupe Rocher. On parlait de l'optimisation de l'emballage. Là aussi, c'est une préoccupation pour vous. Alors, il y a une préoccupation, et en fait, on le voit que c'est un petit peu à deux niveaux. Je pense qu'il y a un truc déjà de base qui est bon de rappeler, c'est-à-dire que si j'ai commandé 3 gels douche et puis une crème de soin, etc., il faut que tous les articles y soient. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de renvoyer, que le colis ne se perde pas, qu'il arrive en bon état. Oui. Et on est obligé, du coup, là, de rentrer dans une problématique un peu de calage. Et en fonction de ce qu'on va mettre dedans, c'est là où on se tient un petit peu au debout, c'est que d'un côté, il faut des formats, et de l'autre côté, il faut que ça rentre dans la boîte aux lettres. Et donc, on est tenu un petit peu par ces deux contraintes. Et il faut, moi, ce que je pense, c'est essayer d'optimiser l'expérience de livraison du point de vue du client. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, là, sur les systèmes d'information, de l'expérience utilisateur, la fluidité du site, l'expérience client en magasin. Eh bien, en fait, lorsqu'on reçoit un colis, il faut que ce soit aussi une belle expérience. Et donc, il faut que la commande soit complète, que les produits soient en bon état, et puis, bien sûr, qu'on ait environné tout cela
de respect en fait pour la planète et pour bien sûr pour l'utilisateur. Alain Josse. Je suis tout à fait d'accord. On a effectivement de plus en plus de clients qui demandent à ce que le consommateur e-commerce retrouve l'expérience client du magasin, c'est-à-dire l'univers de la marque. Et donc l'univers de la marque, ça passe évidemment par la livraison complète, bien emballée, etc., mais également les couleurs, les logos, et l'idée quelque part d'un effet waouh, c'est-à-dire que quand on ouvre un colis qui a l'air très neutre, à l'intérieur, ce soit, je me retrouve plongé dans ce que j'ai raison, qu'on n'ait pas des morceaux de polystyrène qui se mettent partout. Alors, il n'y a plus de polystyrène. Non, parler, ce que je veux dire. On fait maintenant du maïs soufflé, etc. Ah, oui, mais ce qu'il faut, c'est éviter aussi le vide. Il faut éviter le vide. Absolument. C'est-à-dire que c'est très déceptif et c'est même, ça plonge dans un abîme de perplexité quand on reçoit un gros colis avec un tout petit objet dedans, scotché pour qu'il ne bouge pas. Là, il y a un vrai souci. Donc, il faut aussi avoir une logique d'optimisation de cet emballage qui va permettre de réduire le vide et qui va pouvoir d'optimiser la matière pour emballer, un petit peu comme on a aussi des outils en usine qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du wraparound en anglais, où on va juste limiter en fait la quantité de carton pour bloquer les produits. Alors, justement, il y a le transport aussi, Xavier Mallet, justement, pour limiter l'empreinte environnementale. Qu'est-ce qu'on fait justement pour optimiser le chargement des camions, justement? Voilà, pour revenir sur l'idée qu'il y ait le moins de vide possible. Toujours pareil, on essaie de limiter le vide. Donc, par exemple, en ce moment, on développe, nous, ce qu'on appelle le vrac, c'est-à-dire qu'on utilise le camion, carrément, on laisse mi-remorque, pour la charger comme si c'était un contenant. Avant, on utilisait des espèces de casiers dans lesquels on mettait 1300 colis dedans. Là, avec ces systèmes-là, on peut monter à 4000 colis dans une seule remorque. Donc, vous divisez tout simplement par 3 ou 4 le nombre de camions sur la route. De la même façon, on va travailler sur tout ce qui est électrification du parc quand c'est possible, notamment sur le dernier kilomètre, sur nos camionnettes. Donc, on a aujourd'hui, on en est très fiers parce qu'on a commencé il y a une dizaine d'années, Groupe La Poste est l'entreprise qui a le plus grand parc de véhicules électriques dans le monde. Dans le monde ? Dans le monde. Ah oui. Et on va continuer évidemment dans cette voie-là. Comme je disais, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé. En 2016, on s'est dit, tiens, cette électricité serait bien qu'elle soit d'origine renouvelable. Parce que si elle vient d'une bonne vieille usine, une centrale à charbon, c'est pas complètement dans l'axe non plus. Donc, maintenant, 100% de notre électricité est d'origine renouvelable. Et on va passer des nouveaux caps, c'est-à-dire que, par exemple, pour les véhicules qui sont encore thermiques, on forme à l'éco-conduite l'ensemble de nos facteurs tous les ans, parce que c'est des choses qui s'oublient, et on voit à la fois diminuer la consommation, évidemment, d'essence, mais en plus, ça a une vertu, c'est qu'il y a moins d'accidents. Est-ce que le public il est sensible à l'argument écologique? Est-ce que c'est un argument commercial? Il y a manifestement une tension là-dessus, puisque on voit bien qu'il y a un certain nombre d'e-commerçants qui, quand même, se font les chantres de la livraison en moins de 2 heures, de la livraison quasi instantanée, etc. Je crois qu'en Chine, maintenant, on est sur la bataille du 30 minutes, avec Alibaba et JD, justement. Voilà, 30 minutes. Enfin, est-ce que ça a un sens de se faire livrer un jean en 30 minutes? Alors, pour se donner un peu d'espérance, à la fin de l'année 2019, j'ai fait un petit peu je sais plus, l'introduction d'une étude qui a été faite par Générix et l'Institut du commerce, dans lequel il ressort que 87% des consommateurs sont intéressés par la livraison dite green. Bon. Et 73% d'entre eux sont intéressés par finalement une livraison qui serait green, mais plus lente, mais pas plus chère. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% des gens qui sont prêts à payer plus cher. Donc c'est bien l'indicateur que d'abord, ils ont répondu honnêtement. Parce que très souvent, le cœur sur la main, je ne veux plus acheter ceci, cela, etc. Et puis quand on est au supermarché, tout le monde va au moins cher. Bon. Mais là, j'ai été plein d'espoir en lisant cette étude, parce que je dis oui, les gens disent qu'ils ne sont pas prêts à payer plus cher, mais ils sont prêts à attendre pourvu qu'on leur propose une solution green. Ce n'est pas sans me rappeler la lettre verte. Et où, en fait, la promesse de La Poste, c'était vous achetez un timbre plein pot, il arrive dans les 24 heures. Si c'est vert, je n'ai pas de cette garantie. Ce sera peut-être 48 heures ou 72 heures. Moyennant quoi, en fait, les conteneurs étaient complétés avec des lettres vertes. Ce qui fait qu'on avait une espèce de sous-promesse par rapport à une sur-délivrance par rapport à cette promesse. Et moi, je pense que là, il y a une fenêtre aussi pour un certain nombre de clients.
Mais est-ce que vous pensez, comme le disait Charlotte Mine il y a un instant, qu'il y aura des arbitrages, on ne pourra pas livrer tous, tout le monde, de la même façon? Moi, j'en suis certain. J'en suis certain. L'an dernier, j'étais à Moving On, organisé par Michelin, donc à Montréal, tous les ans. Oui. Cette année, ce sera digital. Enfin, c'est digital, parce que c'est en ce moment. Oui, bien sûr. Et en fait, il y avait là la responsable des transports de la ville de San Francisco qui nous a lâché dans un atelier. Écoutez, franchement, même à San Francisco, il faudra choisir entre le vaccin qui sauve la vie et le chicken burrito de fin de soirée. Voilà. Donc, ça revient très bien sur votre commentaire. Xavier Mallet, on a cette crise. Très bien, là, tout le monde a l'air plus ou moins responsable. Une fois que la crise va être terminée, qu'est-ce qui va se passer? On va recommencer comme avant, la course au prix, la course à la rapidité? Non, j'espère pas. Par contre, je pense que Alain parlait tout à l'heure d'innovation. Un de nos sujets, en tout cas nous on est parti là-dedans, dans l'innovation, c'est d'essayer de faire correspondre les différents besoins de l'utilisateur. Il y a effectivement un besoin d'accélérer les délais, c'est clair, et en même temps il y a besoin d'être neutre en carbone et de réduire chaque année chacun. Comment on résout? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on innove. Et donc, on est parti, par exemple, sur un schéma directeur, nous, au sein de la Poste, pour accompagner la croissance du e-commerce, pour soutenir cette croissance. Bon, il s'avère qu'on a peut-être eu raison de le faire. Donc, on est déjà parti il y a 3 ans là-dessus, avec un investissement de 400 millions d'euros. Et les 2 choses que j'avais données aux équipes, c'est vous me faites quelque chose de plus rapide en livraison, mais avec une empreinte carbone qui diminue. Donc, au départ, c'était, on en parlait avec Yann, impossible, etc. Ah oui. Eh bien, si c'est possible, alors on a une chance, c'est que plus le e-commerce croît, plus en fait l'effet de volume fait que ça nous permet de massifier et donc de baisser énormément l'empreinte carbone. Et donc dans ce qu'on va faire... Parce que quoi, on va directement Exactement. Sans aller chercher... On fait plusieurs étapes. Aujourd'hui, en 48 heures, on fait plusieurs étapes, plusieurs touchés de colis. Plus on est capable de faire ce qu'on appelle des liaisons directes de camions pleins, comme le disait Yann, parce qu'ils sont complètement chargés, donc ça a du sens économique et écologique. Souvent, ça se complète bien d'ailleurs, les deux. Pour aller vers le destinataire. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et avec notre prochaine plateforme qui sort dans un mois, c'est la 18e, elle sera totalement compatible maintenant, notre réseau, pour faire cela. Ouais, alors là, on a parlé de la livraison responsable, mais il y a aussi la livraison réussie. Et vous le rappeliez en préambule, Xavier Mallet, avec ces taux de réussite exceptionnels pendant cette crise, bon, et pour cause, entre autres, parce que les clients étaient là, justement, dans la maison. Mais c'est vrai qu'être livré quand on veut, là où on veut, à condition que la livraison soit réussie, parfois, le livreur, il n'a pas toujours la patience d'attendre. Et c'est un enjeu considérable pour des acteurs comme vous. Tiens, un mot chacun, parce que là, vous avez été passionnant. Allez-y, Yann ou Xavier. Sur la livraison réussie. En quoi c'est un enjeu considérable? C'est un enjeu écologique. Enjeu économique aussi. C'est une catastrophe. Si on n'est pas capable de récupérer le colis directement chez soi, il faut aller faire la queue dans un bureau, même si c'est souvent beaucoup mieux organisé que c'est resté dans l'inconscient collectif. Mais malgré tout, c'est déceptif. Donc c'est un enjeu commercial et c'est un enjeu écologique. Et sur quoi on travaille alors justement pour améliorer cette livraison réussie? Diminuer le taux d'échec. Deux actions. Bon là, on est passé de 91-92% de réussite à 98. Ça va peut-être pas rester comme ça avec la fin du confinement, mais 2 choses, l'interactivité et la proximité. L'interactivité, c'est si les e-commerçants nous font confiance, nous laissent ce qu'on appelle la donnée du client, son email, son numéro de téléphone, que nous on n'exploite que pour faire de la livraison. C'est la chance de s'appeler La Poste, c'est qu'il y a une marque de confiance qui est derrière. Et on n'exploite pas les données pour autre chose que cela. Eh ben, nous sommes capables de prévenir le client que nous arrivons, donc de lui donner un créneau. Et s'il n'est pas disponible, on lui laisse le choix, sur les 7 prochains jours, de choisir le jour auquel il veut qu'on vienne à domicile. Et si jamais il n'est pas à domicile ou il veut être dans un point de proximité, le sujet, c'est d'avoir le réseau le plus proche possible. Et nous, on a aujourd'hui 20 000 points et on pense passer à 25 000 points pour bien mailler la France et avoir une distance entre le domicile et le point où vous récupérez son colis. C'est quoi, via des relais colis, via des consignes, via des bureaux de poste, c'est tout ça en même temps? On a fusionné l'ensemble, bureau de poste, relais commerçants, consignes. Ah oui, un mot rapide, Yann de Feraudy, il faut retravailler la qualité de livraison aussi. Je suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, on s'est habitué à un standard incroyable, c'est qu'on était coincé chez nous, et donc forcément, on était à la maison pour recevoir le colis. Demain, on n'y sera plus, et je pense que
Une des fenêtres possibles, c'est de définir un créneau, une sorte de rendez-vous entre 16h et 18h, entre 18h et 20h, ou des créneaux de 2 heures qui permettent de savoir qu'on va être là. répartir astucieusement les points de livraison dans les villes, on revient là aussi. Répartir astucieusement, c'est vrai, c'est ce que je disais, hein, le transport c'est un enjeu, mais ce n'est pas le seul. Et donc potentiellement avoir de l'immobilier logistique en ville qui puisse permettre de rapprocher le client du consommateur de manière générale, c'est absolument clé. Et chez Raja, on va mettre quoi, des puces dans les cartons pour mieux assurer le service? Il y a déjà quelques développements qui se préparent. Il y a notamment une entreprise française qui a développé un système de boîtes connectées réutilisables qui est intéressant, dont on suit ce genre d'initiative avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, il faut être clair qu'économiquement, à l'heure actuelle, les systèmes qui sont en place permettent de gérer la traçabilité de la livraison de façon tout à fait efficace. Le mot de la fin, Xavier Malel, patron de Colissimo. On l'a dit, c'est une chaîne, supply chain souvent, mais c'est une chaîne qui commence d'ailleurs par le destinataire, hein, c'est-à-dire le particulier qui commande sur le site et puis qui à la fin réceptionne son colis. Et on est tous à son service. Et moi, ce que je note, c'est que les entreprises autour de cette table, et surtout les femmes et les hommes qui les composent, hein, parce que c'est ça qui fait cette richesse, c'est cette humanité-là, on est parti pour dire, on a la chance d'être sur un secteur qui croît. Voilà. Après cette crise, ce n'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'il faut être conscient qu'on a cette chance. À nous à utiliser cette chance pour qu'elle soit durable. Et pour qu'elle soit durable, il faut être à la fois responsable et à la fois être dans une expérience client réussie. Bravo, merci à tous les quatre. Xavier Malel, directeur général de Colissimo. Merci beaucoup. Yann de Feraudy, directeur général adjoint du groupe Rocher, en charge des opérations de la supply chain. Alain Josse, merci beaucoup, directeur général délégué de Raja. Et puis Charlotte Migne, en charge du développement durable du transporteur FM Logistique. Voilà, c'est fini. Rendez-vous vite pour un prochain numéro de Post Talk avec la Poste et Figaro Partners. On se retrouvera à la rentrée. Très bonne journée, très bonne soirée, très bon été.